Good afternoon, good afternoon. Welcome. Welcome, welcome, everyone. Good afternoon. Okay, here we go. Hello, hello, good afternoon. Welcome, everyone. Good afternoon, Remy. Can you see me? Hey, Remy. Hello, hello, everyone. Yeah, this time it's gonna be in French, so we'll see you next time, Spice Essence. Okay, so let me just try again, Remy. Okay, let me just try again. Salut Rémi. Hi Rémi, let me send you a connection. Salut Gilles, Salut, comment vas-tu? ça va et toi? Très bien, merci. Est-ce que tu m'entends bien? Parfaitement. Super, super. Bienvenue, welcome everyone, welcome. Il est bientôt 21h30, 20h30 chez toi. Oui, 20h30 exactement, 20h30, ah oui. Ouais. L'heure est déjà bien avancée. c'est ça. Je pense qu'on doit Ouais. avoir 2 heures de plus que Paris, Que je pense, Paris? et Oui. 3 heures de plus que leur GMT. D'accord, d'accord, mais super, super. Bienvenue, bienvenue, welcome everyone. On va prendre quelques instants avant de commencer. Alors, en ce moment, il fait quel temps à Doha? Il fait plutôt bien. Alors, on dit ici qu'on est en hiver, c'est très rigolo parce qu'on est genre à 28, légèrement 30, et pour nous, c'est l'hiver. Donc, ça veut dire qu'il fait pas chaud, il y a pas d'humidité. Donc, c'est le moment où tout le monde sort, les terrasses sont bondées. On essaie de garder les distances quand même parce que ils sont un peu très prudents concernant les mesures de distanciation sociale, mais tout le monde en profite pour sortir. Les balcons sont pleins, bien illuminés. Il fait beau. Et je pense les Oui, plages aussi, parce que c'est vraiment la bonne période pour aller à la plage, pour nager, parce que bientôt aussi l'eau sera trop froide. Parce qu'il y a quelques temps, elle était très chaude. Et bientôt, elle sera très froide, donc impossible de nager. Donc, c'est vraiment l'entre-deux qui fait que c'est le bon moment d'aller à la plage. Et je pense que c'est la meilleure météo pour nous ici, quoi. La meilleure météo de l'année. d'accord, d'accord. Donc, c'est belle période pour profiter un peu de la vie sur place. C'est ça, c'est ça. Super, super. Bon, tu fais du sport là-bas? Oui, à l'intérieur, 3 fois par semaine, mais je joue aussi beaucoup de foot et un peu Oui, de badminton avec des collègues. Et aujourd'hui, j'ai pas pu parce qu'il y avait effectivement ce programme.
Mais oui, et généralement, les dimanches, les mardis et, euh, et les vendredis, c'est sport. Et puis lundi, mercredi, c'est foot. Ouais, Badminton, c'est jeudi, je pense. d'accord, d'accord. So the interview today is in French. L'interview sera en français aujourd'hui. Euh, je vais faire l'introduction en anglais une minute, et puis ensuite on conduira l'interview en français. Euh, Ça marche. Rémi est passionnant et j'espère que vous pourrez nous suivre pendant la demi-heure que nous allons passer ensemble. Alors, badminton, foot, j'ai vu que tu faisais aussi des sports d'eau. Oui, bon, je sais pas si c'est vraiment du sport ou un peu d'extrême. J'aime beaucoup faire du jet ski et puis un peu du quad, des airs, mais je sais pas si ça compte vraiment comme sport. C'est plus des activités un peu ludiques. Et oui, j'ai un petit faible pour tout ce qui a du moteur et qui gronde. Super, super. Alors, let's start. Commençons. Cette semaine, this week, we are interviewing trading places with a journalist who usually interviews people, Rémi Sabimana, who is a journalist who was born in Rwanda, who was raised and studied in both Congo, the Democratic Republic of Congo, and Congo Brazzaville, and also in Cameroon. Remy was lucky then to be recruited first, I believe, in Cameroon by Vox Africa. And very soon after that, they invited him to go to their London office, where he worked for a period of time and created a book review and a book review weekly, where he invited a number of speakers. I don't know if it was weekly or at a different So it was a weekly, velocity. but it was in It was a Cameroon. weekly. It was in Yeah. Cameroon. Okay. Yeah. Now, after spending some time with the BBC in Senegal, where he was anchor, Remy is now based in Doha and he works for AI Al Jazeera Media Network. He produces and presents Al Jazeera Plus in French, the digital department of Al Jazeera Network, which is based in Doha, Qatar. He produces videos which are uh, stories about African economies, political systems, dysfunctional systems, and some historical reports uh, for young French speaking people from 18 to 35 years old. Welcome, Rémi. Thank you. Merci. Alors, qu'est-ce qui, dans ton métier, dans tes activités, fait de toi un orateur professionnel et international? D'où te vient ta confiance que l'on voit sur les réseaux et sur les vidéos que tu fais, mais qu'on en voit également quand tu parles en public? Et comment réussis-tu à captiver ton audience? Je pense que ça me vient de la préparation parce que je pense que que ce soit une conférence, que ce soit une conférence de 30 minutes, une vidéo de 6 minutes ou une conférence d'une heure dans laquelle vous êtes invité, en réalité, c'est 10 minutes, c'est 6 minutes, c'est une heure du temps en fait que les gens vous accordent, c'est une heure de leur temps, c'est 30 minutes de leur temps qu'ils mettent pour vous écouter. Et je pense que ça vaut vraiment le coup de préparer ce que vous avez à dire, parce que ce n'est pas non plus uniquement leur temps à eux qu'ils vont vous accorder, mais c'est aussi votre temps à vous que vous allez leur accorder en leur parlant, en préparant ce que vous allez leur dire. Donc la préparation, pour moi, c'est vraiment capital parce que c'est surtout aussi pendant la préparation que je me rends compte que si ce que j'ai à dire est vrai. C'est pendant cette préparation que je m'auto-évalue, que j'essaie un peu moi-même de me poser des questions, de me mettre à l'épreuve. Et donc, c'est pendant toute cette période-là où je me donne confiance à moi-même et j'essaie de me convaincre que ce que j'ai à dire est assez important pour que les gens qui ont pris de leur temps, qui m'ont consacré, ça peut être 6 minutes, 30 minutes, une heure de leur temps, puissent à la fin de cette période-là se dire, j'ai bien fait d'écouter ce gars. Et donc, quand je prends la parole
devant des gens, je suis vraiment bondé de confiance parce que avant, j'ai préparé, je me suis assuré que j'avais quelque chose d'important à dire. Sinon, je ne le dis pas. Sinon, je me tais, je décline l'invitation parce que là, ça ne vaut pas le coup de perdre aux gens leur temps en réalité. Et donc, si vous avez accepté un challenge, parce que je le prends toujours comme un challenge, il faut non seulement trouver le bon sujet, mais trouver la belle manière de le dire. très bien, fort intéressant. Tu mènes une carrière prolifique en tant que journaliste à l'échelle mondiale, en travaillant déjà au Cameroun, à Londres, en Angleterre, puis au Sénégal, à Dakar, et maintenant au Qatar, à Doha. Quelle est ton histoire, Rémi? Alors, mon histoire est une histoire singulière, finalement, un vécu d'un enfant qui, à 2 ans, a connu la guerre, un peu trop tôt, je trouve, parce que je suis né au Rwanda et à 2 ans, il y a eu le génocide. Donc, c'est partie des réfugiés qui sont partis, qui ont fui les violences vers la République démocratique du Congo. Et donc, très très jeune, j'ai été confronté à, à la violence, à la guerre. Et j'ai grandi ainsi. Et jusqu'à mes 23 ans, finalement, ma vie a été une vie d'apatride parce que j'étais réfugié. J'ai vécu comme tel dans beaucoup de pays en Afrique. Et je n'avais pas une pièce d'identité qui m'identifiait comme étant un citoyen d'un pays précis. Donc pendant 23 ans, j'étais un fantôme officiellement. Et donc, j'ai étudié un peu dans les deux Congos, à l'école primaire notamment. Puis ensuite, j'ai été au Cameroun où j'ai passé une grande partie de ma vie, environ 15 ans, où j'ai fait l'école secondaire. Et puis ensuite, l'université. Et j'ai eu mon premier emploi également au Cameroun, avant d'être remarqué par la BBC, débauché de là, pour travailler pour la radio au Sénégal. Et puis ensuite, ils m'ont appelé pour travailler pour la télévision à BBC à Londres. Et avant d'être ensuite aussi remarqué par Al Jazeera, puis débauché de là pour travailler au Qatar. Donc ma vie est une vie finalement plurielle de plusieurs personnalités forgées dans plusieurs pays où j'ai été, que ce soit le Rwanda où je suis né, que je n'ai pas beaucoup connu parce que en réalité tout ce que j'ai, c'est ce que l'on m'a appris, c'est ce que je sais à travers mes parents, c'est ce que j'ai lu, c'est ce que j'ai regardé. Et c'est ce qui est en moi en tant que Rwandais. Mais en réalité, ce pays-là, à chaque fois que j'y vais, mon propre pays, je me sens comme un touriste. Mais c'est la base. Donc, à la base, je suis vraiment Rwandais. Mais je suis aussi en même temps Congolais, puisque j'ai été dans ce pays-là et j'ai pris un peu la culture. Par exemple, je parlais Swahili, que j'ai un peu oublié, mais je parle aussi Lingala. Et dans ce véhicule extraordinaire de la culture, qui est la langue, vous prenez de ce que les gens qui parlent cette langue-là vous donnent comme culture. Donc, quelque part aussi, au fond de moi, quand j'entends des Congolais parler, je me sens proche d'eux. Parce qu'effectivement, j'ai vécu avec eux, je les ai côtoyés. Au Cameroun, c'est encore bien plus que ça, puisque parfois je me rends compte que je connais plus le Cameroun qu'aucun autre pays. Donc, au Sénégal aussi, où j'ai vécu finalement, et dans ces autres pays, personne pluriel ou je dirais une cotisation de personnalité qui forme finalement un Rémi hybride. Donc c'est comme cela que je me définirais finalement comme quelqu'un d'hybride, constitué de plusieurs autres personnes et personnalités différentes culturellement. Mais je pense que c'est cette pluralité qui forme finalement ma singularité, peut-être. Certainement, certainement, c'est très riche comme parcours. Alors, pourrais-tu partager avec nous euh, quelques anecdotes, trois, quatre si tu le souhaites, de défis et d'opportunités que tu as vécues pour construire ta carrière jusqu'à présent? La première, alors l'anecdote, je vais vous surprendre, mais normalement, je n'avais pas prévu d'être journaliste. Et, parce que je trouvais que les journalistes, c'était des gens qui n'étaient pas trop utiles, qui étaient, comment dire, c'était des gens qui bavardaient beaucoup. Parce que je restais beaucoup avec mon père et il écoutait les informations en continu avec à la radio quand on allait au champ, etc. Et j'entendais toujours les mêmes choses tourner en boucle. Et lui, évidemment, je pense qu'il comprenait comment le cycle fonctionne d'une radio en continu et il voulait être informé à chaque fois. Mais moi, pour moi, c'était vraiment
des bruits et surtout les mêmes personnes, la même voix qui répétaient les mêmes choses. Et je trouvais donc que les journalistes étaient des gens inutiles, qui ne nous apportaient pas grand-chose de concret dans ce qu'on essayait de faire, dans ce qu'on essayait de construire. Et donc, quelque part, au fond de moi, il y a toujours quelque chose qui les a toujours détestés. Peut-être pas détestés, mais qui ne les avait pas beaucoup aimés en tout cas. Et finalement, comment je finis journaliste, donc quelque chose que, au fond, je n'aimais pas, parce que moi, je voulais devenir quelque chose de, je savais pas encore quoi, mais je voulais être quelque chose de très rare, de compliqué à trouver. Je voulais être un médecin, mais pas n'importe lequel. Je voulais être un neurochirurgien, quelqu'un qu'on trouve, qui est peut-être le seul dans la contrée, que l'on appelle pour mener des opérations qui ont dépassé tous les autres médecins. J'ai même pensé à être astronaute parce que je voulais vraiment marquer le coup. Je voulais être quelque chose de différent et pas simple journaliste qui répète les mêmes choses à la radio en continu. Et donc, le problème, c'est qu'à un moment donné, on doit aller dans une école publique, puisque mes parents ne pouvaient plus payer une école privée. Sauf que dans cette école publique, on doit aller, il n'y a plus des places en série scientifique. Donc, je me retrouve dans une série littéraire avec l'espoir que je puisse un jour me retrouver dans une série scientifique en changeant avec quelqu'un. Mais sauf que le premier trimestre passe, le second aussi, et je n'ai personne avec qui permuter. Donc, je me retrouve avec un bac littéraire. Mais qu'est-ce que je vais faire avec un bac littéraire? Ce n'était pas prévu. Je peux pas faire médecine, je peux pas faire astrophysique. Bref, je suis un peu perdu. Mais en classe de terminale, heureusement, j'ai un prof de français qui me dit, Rémi, accompagne-moi parce que je dois participer à une émission à la radio nationale et, et je dois amener avec moi un de mes élèves qui va me poser des questions. Donc je vais ce jour-là et je me rappelle très bien que on m'a donné la parole, on a ouvert mon micro, quand j'ai commencé à parler, il y avait un tel silence que je pouvais entendre les respirations des gens. Et quand on a terminé, ma prof m'a dit, Rémi, je crois que tu ferais un bon journaliste. Et c'est comme ça que je me suis dit, bah, j'ai commencé à m'intéresser finalement à quelque chose que je n'aimais pas. Et j'ai commencé à apprendre véritablement à aimer le journalisme. Et je me suis rendu compte que non seulement on peut devenir tout ce qu'on veut, mais avec la volonté, on peut faire des choses inimaginables qu'on n'avait surtout pas prévues. Donc, ça, c'était l'anecdote. Et malheureusement, quand je finis l'école, je suis au Cameroun et je suis un étranger. Et à ce moment-là, je suis encore apatride et je n'ai pas de papier. C'est très compliqué pour un réfugié sans papier de pouvoir travailler dans un pays qui n'est pas le sien et en plus en Afrique. Parce qu'à ce moment-là, on est demandeur d'asile auprès du Haut-Commissariat pour les réfugiés. Et je sais très bien qu'il y a déjà des journalistes camerounais qui sont très talentueux dans ma promotion et qui n'ont eux-mêmes pas d'opportunité dans les chaînes nationales au Cameroun. Donc je sais que je ne peux pas vraiment compter sur la possibilité de décrocher un emploi dans les chaînes nationales au Cameroun. Donc très très tôt, j'ai ciblé les chaînes internationales et j'ai toujours voulu ressembler, que ce soit le ton, la façon de parler. J'ai toujours voulu être un journaliste sur mesure pour ces chaînes-là. Et Dieu merci, ça a marché. Mais c'est ça en fait, c'est que ça a été extrêmement compliqué pour moi de pouvoir, dans un pays qui n'était pas le mien, dans ma situation et dans mon statut, pouvoir me créer une sorte de renommée le plus tôt possible aussi, parce que mes parents me disaient, on n'a plus trop d'argent pour que tu fasses de longues études, etc. Donc ça, je le savais, ils n'avaient même pas besoin de me le dire, mais c'est comment, en tant que jeune réfugié, apatride, dans un pays qui n'est pas le sien, journaliste, comment vous faites pour trouver un emploi le plus tôt possible, parce que vous sentez que vos parents s'épuisent. Ça a été, je pense, un très grand challenge pour moi. Oui. Alors, je vais dire ça en anglais. For those who speak English, this session is again one in French. I will do the conclusion in English. Alors, tu as travaillé à la BBC Afrique, qui est un grand organisme international de médias. Pourrais-tu nous dire, nous en dire un peu plus? Pourquoi la BBC et qu'est-ce que tu faisais là-bas? Alors la BBC, elle me contacte en 2015 quand je travaille pour Vox Africa, justement parce que Vox Africa, j'y vais quand je suis en deuxième année au Cameroun, en deuxième année journalisme, et je crée une émission
qui s'appelle Vox Books et qui existe encore aujourd'hui d'ailleurs, qui parle de livres. Et donc, je présente cette émission-là. Et quand je finis l'école, Vox Africa me donne aussi mon opportunité de pouvoir travailler dans cette chaîne. Donc, c'est mon premier emploi en tant que journaliste. Et ensuite, un an après, je suis remarqué par la BBC qui me contacte et me dit, est-ce que ça vous intéresserait de travailler avec nous à Dakar en tant que présentateur des éditions de journaux, donc de BBC Midi, BBC Soir et des matinales pour être encore et donc présenter des matinales d'information. Et évidemment, je n'attendais pas un tel appel si tôt parce que en tant que journaliste, on rêve de travailler pour des très grands médias, mais on se dit peut-être avec beaucoup de travail, beaucoup de sérieux, peut-être après 10 ans, on pourrait commencer à postuler dans de telles chaînes. Donc, quand celle qui vous appelle après un an, j'étais très très surpris. Mais évidemment, j'essayais de faire comme si je m'y attendais à un tel appel, etc. Donc, j'arrive à Dakar où je travaille pendant 3 ans comme présentateur en radio, où je crée aussi une émission sur les jeunes entrepreneurs qui s'appelle Afrique Avenir, qui elle aussi existe encore aujourd'hui, où je reçois des jeunes entrepreneurs africains qui nous parlent des problèmes qu'ils ont identifiés dans leur société et des solutions qu'ils ont créées pour pouvoir y remédier. Et donc, après, je le fais pendant pratiquement 3 ans avant d'aller à Londres, d'abord pour un attachment pour travailler pour la télé, donc une télé BBC Info, qui est le programme en français audiovisuel. Et donc, après, mon attachment me propose de rester et de continuer à présenter le journal, ce que j'accepte. Et ensuite, pendant que je suis là, et j'ai ensuite été contacté par Al Jazeera, où j'avoue, beaucoup de difficultés à quitter la BBC parce que j'avais aussi beaucoup appris là-bas et je me sentais un peu redevable. D'ailleurs, je me sens toujours redevable. Mais c'était aussi une très bonne opportunité que je devais saisir et je pense que parfois, certaines opportunités, quand elles se présentent, il faut les saisir, sinon on le regrette toute sa vie. C'est extraordinaire à un si jeune âge. Je suppose que tu es jeune. Je ne demanderai pas ton âge ni, ni je ne le divulguerai pas non plus. Mais c'est assez impressionnant d'avoir fait tout cela aussi vite et aussi tôt. Les auditeurs interagissent beaucoup avec nous en disant qu'il est brillant ce garçon, qu'ils suivent les lives d'une façon générale. Merci d'être là. Alors, Merci. j'ai d'autres questions à te poser. Nous avons des auditeurs donc, du monde entier. J'ai parlé en anglais parce qu'il y avait quelques Américains qui étaient là et certains parlent français et d'autres pas. En Afrique, en Asie également. Quel conseil donnerais-tu à ceux qui souhaitent, comme toi, un jour, devenir journaliste? Je pense que si euh, ce rêve-là ou cette ambition-là, ils l'ont, qu'elle leur fait pas, qu'elle leur fait peur. C'est-à-dire que quand ils y pensent, c'est tellement grand qu'ils ont peur d'essayer parce que ça les effraie. J'ai envie de leur dire, accrochez-vous à ça parce que c'est le bon filon. Cela veut dire que c'est la bonne chose à faire. Et il faut vous lancer le plus tôt possible parce que peut-être ça ne nous attendra pas longtemps. Et pour moi, je pense vraiment que c'est ça le message que je peux leur donner. Et de mon expérience, je sais que d'un enfant qui a été réfugié et qui n'avait à un moment donné que pour seule ambition dans la vie de survivre au jour d'aujourd'hui, Hmm. parce que je ne savais pas que je pouvais atteindre demain, c'était ça mon aspiration. Donc l'école et tout ça, c'était pour moi des luxes que je ne pouvais même pas me permettre d'imaginer. Mais j'en suis arrivé non seulement à pouvoir retrouver l'école, à pouvoir finalement me retrouver sur d'autres chemins qui n'étaient pas du tout prévus. Je pense que tout est possible pour n'importe qui d'autre. Et je pense vraiment que le plus tôt que vous commencez, c'est le mieux. Quitte à ce qu'on se casse les dents après, mais au moins qu'on ne vive pas avec le regret de n'avoir pas essayé. Et j'ai envie de dire que le journalisme, c'est finalement comme tout autre métier que l'on rêve de faire. Il faut de la détermination. Mais j'ai envie de dire aussi que si vous voulez juste être un journaliste normal, allez dans une école normale de journalisme, vous deviendrez journaliste. Je vais dire, c'est pas trop compliqué. Par contre, la question, c'est quel journaliste vous voulez devenir. Donc, je pense que ça, c'est la question à se poser. Une fois qu'on sait quel journaliste on doit devenir, je pense qu'il faut fournir plus d'efforts que le normal.
Parce que si vous voulez devenir quelque chose de différent, un journaliste particulier, différent, il faut que vous fournissiez aussi des efforts euh, au-delà de ce que vous pouvez normalement donner. Parce que je pense que c'est comme ça que ça marche. Plus vous donnez, plus vous recevez. Très bien, merci beaucoup. Alors, moi, je suis curieux de savoir, comment fait-on pour générer 5 à 6 millions de, de vues, de personnes qui lisent, qui regardent tes émissions? Tu fais des émissions aujourd'hui. Comment est-ce qu'on fait pour créer une émission, créer une vidéo que 5 à 6 millions de personnes regardent? Je crois il faut prêter attention à, à ce que veulent les gens, aux questions que les gens se posent. Je pense qu'il faut aussi étudier les gens à qui l'on parle, à son public, à son audience. Je pense qu'il faut les connaître parce que c'est très compliqué de parler à quelqu'un que l'on ne connaît pas. Et si vous ne devez jamais lui parler régulièrement, je pense que la moindre des choses, c'est de chercher à le connaître. Donc pour moi, la première des choses, c'est toujours de connaître les gens à qui je parle, même si en même temps, c'est de chercher à connaître ceux qui sont déjà fidélisés, puis ensuite de tenter de faire connaissance avec d'autres à travers ces contenus. Mais comment on fait pour générer des vidéos qui produisent des millions? En réalité, je vous mentirais si je vous disais que voilà ce que je fais un canevas et je suis à coup sûr que je vais réussir. Honnêtement, je vous aurais menti. Par contre, ce que je sais, c'est qu'avec les réseaux sociaux, il y a, par exemple, les algorithmes des différents réseaux sociaux comme Facebook, etc., que l'on peut étudier. Donc, il y a des chiffres. Il y a des hashtags que l'on sait qui sont suivis. Il y a des sujets qui sont trending. Il y a, quand vous mettez un sujet, je sais pas, comme End SARS au Nigeria, vous voyez ce qui se dit. Et si vous voulez toucher un public comme le Nigeria, vous allez non seulement voir ce qui se dit, ce qui n'a pas encore été dit sur le sujet, où est-ce qu'on ne va pas en profondeur, et vous l'abordez. Donc, nous, ce qu'on fait à AG+, c'est qu'on étudie vraiment aussi ces chiffres, ces algorithmes. Et aussi, on essaie de parler à une génération précise. Notre cible, elle est vraiment très claire. C'est entre 18 et 35 ans. Donc, c'est des jeunes qui ne regardent plus vraiment trop la télé pour s'informer, pas parce que, je sais pas, ils ne veulent pas, mais parce que je pense avec les nouvelles technologies, etc., le mode de consommation de l'information a changé. Donc, c'est des gens qu'il faut comprendre dans leur quotidien. Ils ont leur smartphone, ils ont des notifications de l'information qui coule sur leur téléphone et ils connaissent l'information avant que le 20h30 n'arrive à la télé. Donc, ils sont déjà au courant. Comment vous faites pour intéresser ces jeunes qui sont très actifs sur les réseaux sociaux, qui veulent participer à l'information? Ce ne sont plus des gens à qui vous bombardez une information comme ça à 20h30 et puis dès qu'ils ont fini d'écouter, basta, on se voit demain à 20h30. Non, c'est des gens, vous leur parlez, ils veulent réagir, ils veulent vous dire ce qu'ils pensent de vous, ils veulent vous dire ce qu'ils pensent de ce que vous avez dit et ils veulent participer au débat. Donc tous les contenus qu'on fait, on vise l'interaction, on vise la profondeur des sujets, parce qu'on veut aller au-delà de ce qu'ils ont entendu, ce qu'ils ont vu dans les dépêches, dans les articles sur Internet, etc. On va en profondeur, on leur donne du contexte, c'est pour ça que les vidéos que je fais sont appelées des contextes. Donc on leur donne un contexte, on leur donne un background pour pouvoir mieux comprendre, mais aussi on évite d'être trop long, parce qu'ils n'ont pas le temps. Je pense que les plateformes aussi qui suivent, ce n'est pas des plateformes où ils ont le temps, c'est des gens qui ils scrollent comme ça. Donc, ils sont comme ça en train de partir. Donc, ils peuvent scroller. Le temps qu'il reste, il faut vraiment que tu aies créé un contenu qui soit assez intéressant pour l'empêcher de continuer à faire ça. Et pour le pousser à cliquer dessus et à rester avec toi jusqu'à la fin, il faut que tu aies compris exactement ce qu'il aime regarder, le genre de style ou la façon que tu aies trouvé la façon très créative de l'intéresser et de le scotcher jusqu'à la fin. Et c'est ce sur quoi on travaille. Et de temps en temps, ça marche. De plus en plus, ça marche. De temps aussi, les gens n'adhèrent pas beaucoup. Mais je pense qu'au fur et à mesure, on a compris. Et les vidéos, c'est toujours des milliers de vues quand ce n'est pas des millions. Oui, c'est impressionnant. Et tu parles de différents sujets, notamment le lait, le CFA et bien d'autres, les hommes et les femmes politiques vieux et anciens. J'ai d'ailleurs C'est vu ça. aujourd'hui une petite image. Nous avons beaucoup d'humour en Afrique. Une petite image, on voit le président
sortant des États-Unis qui regarde un président d'Afrique centrale, je ne vais pas nommer les pays, on va comprendre, et qui lui demande comment faire pour rester 37 ans au pouvoir. Enfin bon, bref. Je te donne peut-être une idée d'un autre thème. Mais Alors, vous tu voyez, vas, tu vas... c'est ce genre de sujets qui, excusez-moi, mais ne sont pas abordés en profondeur dans les médias, entre guillemets, mainstream. Vous ne verrez pas des gens qui essaient de parler à des jeunes, de leur expliquer, mais ça, c'est des questions que nous, en tant que jeunes, la jeune génération, on se pose. Pourquoi ces gens, ces présidents, ont tant de difficultés à partir du pouvoir? Pourquoi? On essaie de comprendre ça et on cherche des réponses. Et je pense qu'il faut trouver une façon très ludique d'aborder la question, mais de l'aborder en profondeur, avec des gens qui comprennent la génération, qui parlent le langage de cette génération-là, et qui ne vont pas vous ressortir les vieux discours des gens d'avant, d'une génération assez passée, qui tentent à légitimer ce genre de choses, mais qui s'ancrent dans une sorte de narratif progressiste. Que ce soit le lait aussi. Tout le monde boit du lait en sachet au Sénégal. Moi, j'ai été au Sénégal, j'en prenais tous les jours à mon petit déjeuner. Les nidos, etc. On voyait matière grasse végétale. Mais ça veut dire quoi, matière grasse végétale? Qu'est-ce que la matière grasse végétale vient faire dans le lait? Et vous creusez petit à petit, vous vous rendez compte qu'il y a un truc, mais de malade derrière, où il y a un lait qui est gonflé à l'huile de palme, on a extrait la matière grasse, on a envoyé au Sénégal moins cher, et peut-être, probablement, ça peut être des conséquences sur la santé, puisqu'en Europe, on ne consomme pas, on ne permet pas qu'on le vende, et ça vient tuer aussi la filière du lait local sur place. Vous parlez aux gens de ceux qui les touchent, de ceux qui consomment tous les jours. Je pense que c'est ça finalement le journalisme, c'est de parler du vécu des gens et ne pas rester simplement dans une sorte de personnage avec les politiciens qui racontent les mêmes choses de la même manière et de façon finalement inintéressante. Ouais, ouais. Je crois que le public ici est très, très intéressé par ce que tu dis. J'ai encore quelques questions qui vont nourrir leur appétit. Bien sûr, cette image là dont j'ai parlé, je l'enverrai à deux, trois personnes qui la demandent. Euh, mais ma question maintenant pour toi, c'est l'innovation. Parce que justement, tu parles d'innovation. J'ai l'impression que tu crées le journalisme de demain. Que représente pour toi l'innovation dans ton activité actuelle? Et comment est-ce que tu fais pour constamment apprendre davantage et apprendre par rapport justement à cette façon de bien cibler ton public et de lui apporter les contenus qu'il souhaite? Mm. On a la chance et on a, je pense, des chefs aussi qui comprennent et je pense qu'ils essaient d'anticiper. Parce que ce que nous essayons de faire aussi, je crois, c'est vraiment d'anticiper sur ce que sera le journalisme de demain. Donc, on essaie de comprendre au fur et à mesure que les médias, comme je le disais, évoluent et changent, d'essayer de comprendre comment la consommation parallèlement de ces médias-là évolue avec les gens. Et quand on fait, par exemple, des réunions d'audience, on a une collègue à nous, qui s'appelle Lara d'ailleurs, que je salue si jamais elle nous écoutait, et qui fait des études sur Instagram, sur Facebook, avec des outils qui permettent de savoir qui a regardé votre vidéo, dans quel pays il est, quels autres sujets il aime regarder, quels autres médias il aime regarder, euh, combien de gens ont interagi, combien de gens ont partagé vos vidéos, où est-ce qu'elles ont été partagées, à quelle heure est-ce que c'est possible de pouvoir diffuser une vidéo et d'être sûr qu'elle sera le plus vue ou regardée. Et avec toutes ces informations, vous réussissez finalement à créer une sorte de profil de votre public. Alors, c'est un public finalement pluriel, mais qui a quand même des ressemblances, qui a quand même des points de ressemblance, des thématiques qui les intéressent. Moi, par exemple, j'ai été recruté uniquement pour parler de l'Afrique, donc d'aborder des thématiques sur l'Afrique. Je sais que les gens qui me regardent attendent que je leur parle des choses sur l'Afrique, mais de quelles choses? Ils s'attendent à ce qu'on aborde des sujets que, par exemple, d'autres médias n'aborderaient pas, pour peut-être des choses de conflit d'intérêts, etc. Ils ne vont pas s'attaquer à certaines multinationales parce que c'est peut-être impliqué dans tel ou tel média, etc. Et donc, moi, comme je suis à fond, je tire sur tout ce qui bouge et j'essaie de partir de tous les côtés, je sais que c'est un public précis qui attend des réponses, qui attend des... Donc, on rassemble toutes ces informations finalement, non seulement sur l'outil qui nous permet de diffuser finalement le contenu, mais aussi sur le public qui, lui, attend un contenu précis, et ensuite sur nous-mêmes, sur le contenu qu'on veut délivrer. Mais on insiste beaucoup sur le côté créatif, parce que ça ne sert à rien de juste se placer
sur Facebook et de raconter aux gens une histoire. Et j'ai insisté tout à l'heure en disant, les gens scrollent comme ça sur leur téléphone. Et il faut vraiment que vous ayez quelque chose pour les pousser à s'arrêter à votre vidéo ou pour les pousser à s'abonner à votre vidéo et à venir vous voir. Et ça, c'est quelque chose, c'est des efforts que vous devez fournir. Trouver quelque chose, des meilleures façons de raconter les histoires de la façon la plus intéressante, de la façon la plus créative, parce que vous parlez à des générations extrêmement connectées et des générations qui attendent beaucoup. Parce que elles voient comment la technologie change, elles voient des contenus, comment ils sont beaux, comment ils sont mieux faits. Vous ne pouvez plus leur servir juste du n'importe quoi et vous attendre à ce qu'ils vous suivent quand même. Ce n'est pas possible. Et donc, il faut vraiment ces efforts-là. Heureusement, on a les mains libres et on n'est plus prisonnier du journalisme classique. C'est pour ça que quand si je me présente, je dis je fais des vidéos. Donc je ne vais pas vous dire que je fais des reportages, je fais des interviews. C'est un truc dans lequel tu vas retrouver toutes finalement ces techniques journalistiques. Et où on a des collègues, par exemple, qui sont vraiment dans le journalisme classique, qui vont dire, mais Rémi, tu ne fais pas du journalisme. Je vais leur dire, mais qui définit qu'est-ce que le journalisme? Parce que moi, je veux bien qu'on m'explique avec Facebook, avec Twitter, avec Instagram, qui est-ce qui est encore là pour définir qu'est-ce que le journalisme? Donc, je pense que c'est à nous, les journalistes, de définir quels sont ces contenus-là, en écoutant ceux qui nous regardent, en écoutant les générations qui sont de plus en plus connectées et en leur proposant des contenus qui sont adéquats et qui correspondent aux nouveaux médias. Et c'est ça qu'on essaie de faire. Et évidemment, cela veut dire vous tâter. C'est un laboratoire. C'est comme ça que je me considère toujours. C'est un laboratoire. On essaie de nouvelles techniques. Celles qui marchent, on dit, ah tiens, ça marche. Celles qui marchent, on dit, ah, oublions. On a déjà essayé plusieurs fois, les gens n'accrochent pas et on continue jusqu'à ce qu'on trouvera des techniques que l'on appellera peut-être le journalisme de demain. Super, c'est super intéressant. Le public aussi interagit beaucoup. Je n'ai pas le temps de prendre les questions, mais il y a des commentaires du genre You have a VIP in the house. Je suis d'accord, tout à fait d'accord. Il est génial, ce monsieur. Il y a une dame qui est peut-être ta maman, j'en sais rien, mais qui t'envoie des messages aussi charmants. Une dame qui est probablement du Rwanda. Alors, dernières questions. Quel conseil tes prises de parole sont remarquables, absolument remarquables dans tes vidéos. Quel conseil donnerais-tu sur la prise de parole et ou sur la télévision et le journalisme, d'une façon générale, à notre public qui t'écoute? Je Alors, pense avant que ça, je vais te lire juste un commentaire, un dernier commentaire. Le ouais. contenu de AJ, alors, le contenu de AJ+, donc Al Jazeera Plus, est super engageant et bien plus intéressant pour les générations actuelles que le journalisme classique. Et un autre monsieur qui dit kudos, mélange d'humanité et d'utilisation des techniques de communication. On essaye rapidement et on apprend rapidement. AJ+, et sans pareil, grâce à Rémi. Voilà. Ah bon, En je pense direct. que ce serait très malhonnête de ma part de prendre tout ce mérite-là. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent dessus, mais je pense vraiment, quand on regarde aussi, quand on écoute les gens, on sent que les gens, ils sont au courant de ce qui se passe. Ils voient les changements, ils voient les nouvelles techniques et on ne peut pas rester juste cloîtré dans la même façon de raconter les histoires. C'est fini tout ça. Je pense que même les grands médias l'ont compris. C'est pour ça qu'ils développent tous des départements digitaux pour essayer d'anticiper peut-être ce qui sera le futur, leur futur. Parce que ce soit la presse écrite, que ce soit la radio, que ce soit la télévision, telles qu'on les connaît, telles qu'elles ont toujours existé, en réalité, ils sont en train d'anticiper tous parce qu'ils savent que le digital, c'est l'avenir. Oui, oui, ouais, super, super. Et je suis content que tu sois au plein centre de cela et que tu réussisses si bien. En tout cas, tes reportages sont vraiment passionnants. Je vous invite tous à regarder ces reportages. C'est pas parce qu'il y a plusieurs millions de personnes, mais c'est parce que la recherche est vraiment bien faite et, euh, et très documentée. Alors, une dernière réflexion peut-être, un dernier message pour notre public. Il y avait, je pense à cette question que vous m'avez posée sur qu'est-ce que je voulais partager. Je pense, je sais pas si c'est la première question avant. C'était quel conseil sur la prise de parole? Peut-être, Oui, je crois que j'essaie c'est ce de, que tu voulais dire, je crois. ouais, T'en parler. je me suis éparpillé, désolé. Oui, je voulais le répéter, ce conseil, comme me disait toujours mon père, parce que mon père, il m'écoutait beaucoup, même à l'église, parce que je pense qu'il a essayé un peu de me pousser à parler à l'église, avec d'autres jeunes.
et d'être vraiment impliqué, de prendre la parole, etc. Mais il me répétait toujours cette chose. Il me disait, Rémi, si tu dois parler, lève-toi pour que tout le monde puisse te voir. Et parle fort pour que tout le monde puisse t'écouter, mais rassois-toi le plus rapidement possible pour que les gens aient l'envie de t'écouter une autre fois. Et c'est ainsi qu'au lieu de faire bouger les chaises, tu toucheras les cœurs. Wow. C'est puissant. Merci Voilà. infiniment, Rémi. Alors, avant de nous quitter et avant de te remercier une dernière fois, je voudrais juste annoncer à tout le monde, je vais le dire en anglais pour tous ceux qui sont de langue anglaise. Next week, we will have another extraordinary speaker in Jeanne Muvira. I won't tell you more, but Jeanne does some extraordinary things. She is also somebody that whose videos are watched by hundreds and hundreds and thousands of people. But her capability in the medical sphere is just extraordinary. And I won't say more, you will discover it next week. Vous le découvrirez la semaine prochaine en venant voir donc Jeanne Mouira. C'était passionnant, c'était formidable. Wow, formidable. We love you, Rémi. Je crois que tu vas avoir des demandes en mariage bientôt. Il y a eu beaucoup de commentaires, beaucoup d'interactions. Magnifique. Merci beaucoup, Rémi. Euh, merci. Donc, au nom d'Acosphère, au nom des spectateurs, des personnes qui écoutent notre émission, notre Instagram Live, je te remercie infiniment. J'ai appris énormément. Et au plaisir de te revoir, de te retrouver très bientôt. Merci Plaisir infiniment. partagé, Gilles. Merci à toi et merci à vous de m'avoir invité et de m'avoir écouté. À bientôt. À bientôt.